Bonjour chères étudiantes, chers étudiants. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau cours sur l'origine des enzymes. La question qui se pose ici, d'où proviennent les enzymes? Les enzymes proviennent de tous les organismes vivants, y compris les champignons, les bactéries, les végétaux et les animaux. Lors de la vidéo précédente, j'ai expliqué qu'on a répertorié environ 3000 enzymes, mais uniquement 5 sont utilisés et sont commercialisés dans les différents domaines industriels. Sur la centaine d'enzymes utilisées industriellement, 55 enzymes proviennent de champignons. Quand je dis champignons, c'est moisissures et levures. 33% proviennent de bactéries, 8% proviennent d'animaux et uniquement 4% provient des végétaux. Cependant, les micro-organismes sont préférés par rapport aux plantes et aux animaux pour plusieurs raisons. Quand je dis micro-organismes, je parle principalement de l'utilisation des champignons, y compris les moisissures et les levures, plus l'utilisation des bactéries. Pour quelles raisons les micro-organismes sont beaucoup plus préférables qu'aux autres organismes vivants? Parce que, premièrement, ils ont une croissance rapide, c'est-à-dire leur croissance elle est beaucoup plus rapide que celle des végétaux et des animaux. Ils sont facilement optimisables, c'est-à-dire lors de la production des enzymes, on peut facilement optimiser les conditions de croissance, y compris la température, le pH, l'aération, et ainsi de suite. Donc c'est beaucoup plus facile d'optimiser les conditions de croissance des micro-organismes que ceux des végétaux et des animaux. Autre caractère, c'est que la concentration ou bien la teneur des enzymes est beaucoup plus prévisible et contrôlable chez les bactéries que chez les autres organismes vivants. C'est-à-dire que la concentration d'enzymes elle est prévisible, c'est-à-dire que on peut quantifier la concentration exacte de production d'enzymes par les micro-organismes, une chose qui est assez difficile chez les animaux et les végétaux. Un autre caractère que la production d'enzymes par les micro-organismes, elle est contrôlable parce que le plus souvent, la production des enzymes par les micro-organismes s'effectue par fermentation. Donc, les conditions de fermentation sont contrôlables. On peut les gérer, on peut les optimiser. Par contre, les animaux et les végétaux, leur contrôle est beaucoup plus difficile. Le dernier caractère, c'est que chez les végétaux et les animaux, on a pas mal de molécules qui sont nocifs, c'est-à-dire nuisibles par rapport aux micro-organismes. Je cite ici par exemple l'exemple de composés phénoliques, les phénols. Les phénols sont rencontrés chez les plantes. Donc quand on veut purifier une enzyme à partir de plantes, là on va faire tout d'abord une extraction, donc on va extraire l'enzyme plus d'autres molécules. Certains de ces molécules sont des inhibiteurs d'enzymes, principalement des inhibiteurs de protéases. Parmi ces inhibiteurs, j'ai cité ici les phénols ou bien les composés phénoliques. Tandis que chez les micro-organismes, on a moins de molécules nocives qui peuvent inhiber les enzymes. C'est pour cette raison-là. Autre chose que je n'ai pas cité ici, c'est le coût de production. Le coût, c'est-à-dire l'argent. Le coût de production d'enzymes à partir de micro-organismes, il est beaucoup moins cher que lors de l'utilisation des végétaux ou bien d'animaux. Surtout pour les animaux, leur élevage est très très coûteux, c'est-à-dire très cher. Commençons tout d'abord par les enzymes d'origine végétale, c'est-à-dire les enzymes qu'on purifie à partir des végétaux. Donc les enzymes d'origine végétale jouent un rôle très très important, principalement dans les industries agroalimentaires, notamment lors de la production des sirops, la boulangerie, la préparation des pains, c'est-à-dire les boissons alcoolisées, bière et vin, et la production des produits laitiers, principalement le yaourt, fromage, beurre, ainsi de suite. Je vais citer ici quelques exemples d'enzymes d'origine végétale qui sont très répandus dans les industries alimentaires. La première enzyme qu'on va voir, c'est la papaïne.
si vous vous souvenez de la nomenclature, ici c'est le E, c'est Enzyme Commission, la commission d'enzymes. Et voici les 4 X, X1, X2, 3 et 4. Vous voyez ici le premier X, il représente 3. 3, il s'agit de quelle classe? C'est la classe des hydrolases. Donc, la papaïne, c'est une hydrolase. Bon, la papaïne, elle doit son nom à partir du fruit à partir duquel on peut la voir. Donc, elle est extraite d'une plante équatoriale et tropicale. L'arbre s'appelle le papayer et le fruit s'appelle la papaye. En anglais ou bien en arabe, on dit papaya. C'est quoi le rôle de la papaïne dans les différents types d'industries? Premièrement, elle sert à attendrir la viande, c'est-à-dire la viande commercialisée. Attendrir, c'est-à-dire rendre la viande plus tendre. Le deuxième caractère, le deuxième rôle, c'est un rôle médical, c'est-à-dire que la papaïne, en tant qu'enzyme, elle est utilisée dans le domaine médical parce qu'elle possède une propriété anti-inflammatoire. Donc, elle est utilisée dans certains médicaments comme anti-inflammatoire et elle favorise la guérison des plaies et en même temps, elle accélère la cicatrisation. Elle est utilisée également, la papaïne, dans le domaine parapharmaceutique, dans la préparation des produits cosmétiques, les produits de beauté, principalement les crèmes et les gommages. Parce que la papaïne, elle est dotée d'un effet exfoliant. Exfoliant, c'est-à-dire, c'est comme le cas de gommage. Ça concerne principalement les filles. On dit un gommage ou bien un exfoliant. D'accord? C'est la même chose. Un effet exfoliant veut dire c'est l'élimination de la peau morte de l'épiderme dans le but de renouveler les cellules, d'éliminer les graisses, d'aérer les pores et ainsi de suite. On fait un gommage afin d'aérer la peau et de faciliter l'absorption des crèmes hydratantes. Donc, la papaïne, elle est très utilisée dans les gommages. Donc, je conseille les filles, quand vous achetez un gommage, de préférence, il faut acheter des gommages qui contiennent de la papaïne. Donc, il faut lire toujours la notice. Un autre rôle de la papaïne, c'est le blanchissement. C'est-à-dire, elle blanchit la peau. D'accord? Et aussi, elle assouplit la peau. C'est un rôle assouplissant de la peau, c'est-à-dire elle assouplit la peau. La peau, elle devient beaucoup plus douce. C'est pour cette raison-là qu'elle est utilisée dans beaucoup de produits cosmétiques, en domaine médical et dans le domaine agroalimentaire. Une autre enzyme, c'est la bromélaïne. La bromélaïne, c'est toujours une enzyme hydrolytique. Vous voyez ici le premier X, elle représente un 3. La bromélaïne, elle est extraite à partir des tiges et des racines de l'ananas. La bromélaïne, elle est utilisée comme un additif alimentaire. Pour quelle raison? Pour attendrir la viande, c'est-à-dire pour rendre la viande plus tendre. Elle est utilisée également dans beaucoup d'aliments comme un agent de texture, c'est-à-dire elle donne une texture onctueuse aux produits, comme le yaourt, les confitures et ainsi de suite. Certains types de gâteaux. D'accord? Donc, elle permet d'améliorer la texture des produits alimentaires. La bromélaïne, elle est utilisée également comme un complément alimentaire, c'est-à-dire elle se vend dans les pharmacies sous forme de gélules, des gélules qui contiennent à l'intérieur la bromélaïne. Donc la bromélaïne, elle facilite la digestion des protéines. Pour les gens qui ont des problèmes de digestion alimentaire, la bromélaïne, elle permet d'améliorer la digestion des protéines et elle soulage également les douleurs causées par l'arthrose. L'arthrose, c'est une maladie qui touche les articulations. D'accord? Principalement, c'est une inflammation qui touche les articulations. Donc, la bromélaïne, quand elle est prise sous forme de gélule, sous forme de complément alimentaire, elle soulage l'arthrose. La troisième enzyme, c'est la ficine. La ficine, toujours, c'est une enzyme hydrolytique, une hydrolase. Elle est extraite à partir des figues. La ficine, elle est utilisée toujours dans l'industrie agroalimentaire sous forme, vous voyez le code, le E11000A.
D'accord? Donc, vous voyez, toujours quand on achète des produits alimentaires, on en observe une numérotation parce que les additifs sont ajoutés sous forme de numéros. Le E406, le E202 et ainsi de suite. La ficine, c'est le E100 001. D'accord? Elle a le même rôle dans l'industrie agroalimentaire. Elle permet d'attendrir la viande. Elle est utilisée également dans la préparation de plusieurs produits laitiers parce qu'elle permet la coagulation du lait dans le but de produire des yaourts ou bien du fromage. Le dernier exemple d'enzyme, c'est l'actinidine. L'actinidine toujours, c'est une enzyme qui appartient à la famille des ou bien à la classe des hydrolases. Elle est extraite à partir de kiwi. L'actinidine, c'est une enzyme qui améliore la digestion des protéines, c'est-à-dire elle permet de digérer les protéines. Donc, elle est utilisée également comme un additif alimentaire qui se vend dans les pharmacies. Elle aide également contre les ballonnements. D'accord? Donc, elle lutte contre les ballonnements. Un autre caractère assez important chez l'actinidine, c'est que elle permet d'éliminer la mauvaise haleine. D'accord? La mauvaise haleine, parce que pour quelle raison? Parce qu'elle permet de capturer les composés sulfurés. Les composés sulfurés, on les rencontre comme des sous-produits de dégradation, d'accord, dans la bouche ou dans les intestins, et qui sont à l'origine de la mauvaise haleine. Donc, l'actinidine, c'est une enzyme qui permet de capter ces composés sulfurés et par conséquent de diminuer la mauvaise haleine. Donc, cet effet ne s'observe que dans le cas d'une consommation régulière, c'est-à-dire il faut consommer l'actinidine comme complément alimentaire pour une longue durée, c'est-à-dire 2, 3 mois, 6 mois, d'accord, pour constater une amélioration. Maintenant, on passe aux enzymes d'origine animale. Bon, l'enzyme la plus importante et que j'ai discutée lors de la vidéo précédente, c'est la présure. Si vous vous souvenez, la présure c'est quoi? La présure c'est une enzyme coagulante, bien sûr d'origine animale. Coagulante parce qu'elle permet la coagulation du lait dans le but de préparer principalement du fromage. D'accord? Donc la présure, comme j'ai déjà expliqué, elle est utilisée principalement dans les industries de préparation de produits laitiers, principalement le fromage. La présure, elle est présente dans la suc gastrique, c'est-à-dire le jus de l'estomac, d'accord, de la caillette. J'ai expliqué précédemment qu'on ne dit pas estomac chez les ruminants. Les ruminants, al-mushtarat, on dit la caillette. Bon, non, je ne dis pas la caillette, mais l'estomac des ruminants, elle est composée de plusieurs poches. La quatrième poche de l'estomac des jeunes ruminants est appelée caillette. Donc, au niveau de la caillette, on rencontre la présure. Bon, principalement la présure, on la rencontre chez les veaux et les chevreaux. Chevreau, c'est le petit du cheval, d'accord? Et le veau, c'est le petit de la vache. Bon, autre information importante, c'est que la présure, elle est présente lors, comment dirais-je, quand le veau ou le chevreau, il est allaité uniquement par le lait maternel, c'est-à-dire il n'y a pas d'herbe ou un autre complément alimentaire. D'accord? C'est très important. Bon, la présure, bon, j'ai déjà expliqué ça, c'est, la présure, elle permet aux jeunes ruminants, c'est-à-dire le veau ou bien le chevreau, de digérer le lait. Parce que c'est pour cette raison-là que j'ai expliqué précédemment que la présure, elle sera présente quand le veau, il est allaité, bien sûr par le lait de la vache, sans aucune addition d'herbe ou autre aliment. D'accord? Le jeune veau doit être allaité uniquement par le lait de la vache. À ce moment-là, la production de la présure dans la caillette, elle est assez abondante. Et à ce moment-là, on sacrifie le veau pour avoir la caillette et pour purifier la présure. La présure, elle est composée de deux enzymes, la chymosine et la pepsine. La chymosine, c'est une peptidase, d'accord? C'est une endopeptidase.
Et la pepsine, toujours, c'est une endoprotéase. D'accord? Donc la présure, c'est un complexe enzymatique, on peut dire ça, parce qu'il est composé de deux enzymes. Donc là, quand on purifie la présure, on va obtenir à la fin la chymosine et la pepsine. Le deuxième type d'enzyme, c'est les trypsines, bien la trypsine. La trypsine, c'est une peptidase extraite à partir du pancréas du porc ou du bœuf. C'est pour cette raison-là, j'ai expliqué ça dans la vidéo précédente, on dit toujours trypsine pancréatique, parce qu'on la rencontre exclusivement au niveau du pancréas. D'accord? La catalase maintenant. La catalase, c'est une enzyme qu'on la rencontre dans le foie des bovins ou bien du cheval. Pardon. C'est quoi la catalase? La catalase, c'est une enzyme qui permet la dismutation de l'eau oxygénée. L'eau oxygénée, c'est le H2O2, nommé également peroxyde d'hydrogène. Donc la catalase, elle permet la dismutation de peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire la dégradation de l'eau oxygénée en eau, H2O, et en dioxygène. D'accord, deux molécules d'oxygène. Bon, c'est quoi la dismutation en chimie? La dismutation, c'est quand un élément chimique joue le rôle d'oxydant et de réducteur en même temps. Donc la catalase, on la rencontre principalement, bien sûr, chez les animaux, et on la rencontre également chez les bactéries. D'ailleurs, dans les tests d'identification de bactéries, on rencontre le test catalase, où on ajoute quelques gouttes d'eau oxygénée sur une colonie, on va rencontrer s'il y a un dégagement gazeux, c'est que le peroxyde d'hydrogène, il a été catalysé par l'enzyme catalase. Les lipases, bien sûr, c'est des enzymes qui servent à la dégradation des lipides et on les rencontre principalement dans le pancréas du porc, des ovins et des bovins. Bovins, c'est les vaches, taureaux et ainsi de suite. Les ovins, c'est les moutons, brebis. Le lysozyme. Le lysozyme, c'est une enzyme extraite à partir du blanc d'œuf de poule. D'accord? À partir du blanc d'œuf de poule. C'est quoi le rôle de lysozyme? Lysozyme, c'est une enzyme qui permet la dégradation de la paroi des bactéries. Donc, les lysozymes dégradent la paroi des bactéries, principalement chez les bactéries gram positifs. Et par conséquent, les lysozymes contribuent à combattre les infections bactériennes. Pour quelle raison combattre les infections bactériennes? Parce qu'elles dégradent les bactéries. Comment? En dégradant leur paroi. Donc, quand on dégrade la paroi d'une bactérie, donc on altère cette bactérie et par conséquent, on va combattre l'infection. Les lysozymes sont également utilisés comme enzymes dans les laboratoires de biologie moléculaire. D'accord? Pour quelle raison on utilise les lysozymes? C'est tout simplement pour dégrader la paroi des bactéries, principalement quand on veut faire une extraction d'ADN. Donc, pour extraire de l'ADN, on doit dégrader la paroi. Donc, on utilise des lysozymes. Donc, ça, c'est l'utilisation dans les laboratoires. Bon, la dernière origine d'enzymes, c'est les enzymes d'origine bactérienne, c'est-à-dire les enzymes qui proviennent de bactéries. Dans le cas de bactéries, on a une notion assez importante, car les micro-organismes utilisés pour la production des enzymes utilisés dans le domaine industriel comprend environ 50 bactéries et champignons gras. Qu'est-ce que ça veut dire le mot gras? La gras, c'est pas l'écriture gras, non, ou bien gras, la matière grasse. Gras, c'est une abréviation d'un mot anglais ou bien d'une phrase en anglais qui veut dire generally recognized as safe. Generally recognized as safe, qui veut dire ne présente aucun danger sanitaire, c'est-à-dire sur la santé du consommateur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Les organismes gras ou bien les micro-organismes gras, c'est des micro-organismes qui ne sont pas pathogènes et qui ne présentent aucun danger sur la santé du consommateur. Et par conséquent, leurs enzymes font la même chose, c'est-à-dire leurs enzymes sont safe, c'est-à-dire ne présentent aucun danger sur la santé du consommateur par la suite. Quand j'ai dit 50 bactéries et champignons, je parle principalement de genre et non pas d'espèces. Quand on parle
des genres bactériens les plus rencontrés en production d'enzymes, le genre le plus répandu et le plus connu, c'est le genre Bacillus, avec les différentes espèces. Mais j'ai cité ici les deux espèces les plus utilisées, c'est Bacillus subtilis et Bacillus licheniformis. Il faut toujours ne pas oublier la notion que le nom d'espèce, ou là, le genre, il s'écrit toujours en italique. Et si on l'écrit manuellement, on doit toujours le souligner. On rencontre également la production d'enzymes chez les micro-organismes, chez les Streptomyces. Le genre Streptomyces, c'est des actinobactéries. Donc, principalement, les genres utilisés, c'est Bacillus et le genre Streptomyces. C'est une actinobactérie. Concernant les champignons, on rencontre principalement Aspergillus, Mucor, Rhizopus, et on a deux bactéries. Deux lévures, Clavuromyces et Saccharomyces. Donc Aspergillus, Mucor, Rhizopus, c'est des moisissures. Clavuromyces, Saccharomyces, c'est des lévures. Donc lévures plus moisissures, ça regroupe les champignons. D'accord? C'est les principaux champignons utilisés dans le domaine industriel pour purifier d'enzymes. Ici, je n'ai pas cité un exemple d'enzyme. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, les bactéries produisent une grande panoplie d'enzymes. Les bactéries ou bien les champignons sont capables de produire des lipases, des protéases, des pectinases, des cellulases, tous les enzymes, par exemple la catalase, tous les enzymes que vous imaginez sont produits par les cellules bactériennes et même les champignons également, mais beaucoup plus on utilise les bactéries beaucoup plus par rapport aux champignons pour la simple raison que les bactéries sont des prokaryotes tandis que les champignons sont des eucaryotes et par conséquent on prélève toujours ou les scientifiques choisissent toujours la voie la moins simple et la moins coûteuse. D'accord? Donc, on préfère d'utiliser ou bien de faire croître les bactéries parce que la croissance de bactéries, elle est beaucoup plus rapide que celle des champignons. D'accord? C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Si vous avez des questions concernant ce cours-là, vous pouvez les poser sur ma page de Google Classroom et je vais collecter toutes les questions posées et je vais lancer un live pour répondre à ça. Donc, bon courage à tous. On se voit dans la vidéo prochaine.